Les couples tueurs. Comment l'amour devient une arme, la psychologie de la complicité meurtrière. Les couples tueurs représentent l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus troublants de toute la criminologie. Parce qu'ils défient une conviction profonde que nous avons tous, celle que l'amour est forcément une force constructive. Que deux personnes qui s'aiment se rendent meilleures. La réalité, comme souvent en psychologie criminelle, est plus complexe. Et plus sombre. Dans cette vidéo, on va décortiquer la dynamique psychologique des couples tueurs. Comment ils se rencontrent? Comment leur folie à deux se construit? Pourquoi certains crimes ne sont possibles qu'à deux? Et ce que ce phénomène nous révèle sur la nature humaine, y compris la nôtre, peut être. Avant de parler des couples tueurs célèbres, il faut comprendre le concept central qui sous-tend leur dynamique, la folie à deux. C'est un phénomène clinique observé chez certains couples ou pairs de personnes très proches, un délire partagé, dans lequel l'un des deux partenaires impose ses croyances délirantes à l'autre, qui finit par les adopter comme siennes. Dans la dynamique classique de la folie à deux, il y a un dominant et un dominé. Le dominant, généralement le membre du couple, présentant les pathologies les plus structurées, construit une réalité parallèle. Le dominé, souvent plus vulnérable, plus dépendant affectivement, plus malléable, adopte progressivement cette réalité partagée. Et les deux fonctionnent ensuite dans un système clos, renforcé par leur isolement vis-à-vis du monde extérieur. Quand cette dynamique se combine avec des traits psychopathiques chez le dominant, et avec des pulsions criminelles, le couple devient une machine meurtrière redoutablement efficace. Parce que là où une personne seule serait freinée par le doute, la peur, ou les freins moraux résiduels, le couple se renforce mutuellement dans la transgression. Les recherches criminologiques modernes ont identifié plusieurs caractéristiques typiques des couples tueurs. Le partenaire dominant est presque toujours l'homme, bien qu'il existe des exceptions notables. Le partenaire dominé est presque toujours la femme. La relation présente souvent une asymétrie d'âge significative, le dominant étant plus âgé. Et la dynamique sexuelle est centrale, la violence n'est pas seulement un acte de cruauté, elle est érotisée et partagée comme expérience. Ce dernier point est essentiel. Les couples tueurs ne sont pas simplement des criminels qui se trouvent être en couple. La criminalité est constitutive de leur relation. Elle en est le ciment. Tuer ensemble, c'est une forme perverse d'intimité. Premier cas emblématique, les meurtres de la Lande, qui ont traumatisé le Royaume-Uni dans les années 60. Ian Brady et Mira Hindley se rencontrent en 1961 dans le bureau où ils travaillent tous les deux à Manchester. Brady a 23 ans. Hindley en a 18. Lui est un homme renfermé, fasciné par le nazisme, lecteur compulsif de Hitler et de Sade. Elle est une jeune fille de la classe ouvrière, plutôt sans particularité apparente. Brady devient son mentor intellectuel, il lui fait lire ses livres, lui partage ses idées, lui construit progressivement une vision du monde dans laquelle la morale ordinaire est une faiblesse des esprits inférieurs. Hindley adopte cette vision. Elle change. Ses amis notent qu'elle se transforme, coiffure, vêtements, attitude. Elle devient le miroir de Brady. Entre juillet 1963 et octobre 1965, le couple enlève et assassine 5 enfants âgés de 10 à 17 ans dans la région de Manchester. Les corps sont enterrés dans la lande de Saddleworth. Ce qui rend ce cas si emblématique dans la criminologie des couples tueurs, c'est le rôle absolument essentiel de Mira Hindley dans les crimes. Sans elle, Brady n'aurait probablement pas pu opérer comme il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni des années 60, un homme inconnu qui s'approche d'enfants est immédiatement suspect. Une jeune femme avenante qui demande de l'aide pour retrouver un gant perdu, c'est différent. Hindley servait d'appât. Sa présence rassurait les victimes et leurs parents. Sans elle, le mode opératoire de Brady était impossible. Ils sont arrêtés en octobre 1965 après que le beau-frère de Hindley, témoin involontaire du meurtre d'Edward Evans, alerte la police. Au procès, ils sont tous deux reconnus coupables et condamnés à la réclusion à perpétuité. Brady meurt en 2017 après plus de 50 ans de détention. Hindley meurt en 2002, sans avoir jamais été libéré malgré ses multiples demandes. Deuxième cas, peut être le plus glaçant de toute l'histoire criminelle britannique. Fred et Rose West se rencontrent en 1968. Fred a 27 ans, Rose en a 15.
Lui est un homme issu d'un environnement familial marqué par les violences sexuelles intrafamiliales. Sa propre mère et sa propre sœur sont impliquées dans cet historique d'abus. Rose vient également d'un milieu marqué par les abus. Leur relation se construit immédiatement autour d'une dynamique perverse extrême. Et au lieu de constituer un refuge l'un pour l'autre par rapport à leurs traumatismes respectifs, ils créent un système qui amplifie ces traumatismes au lieu de les guérir. Pendant plus de 20 ans, le couple West va commettre une série de crimes d'une horreur qui défie l'entendement. Au moins 12 femmes et jeunes filles assassinées, dont la propre fille aînée de Fred née d'un précédent mariage, Charmaine, et leur fille commune Heather. Les corps sont enterrés dans le jardin et sous les fondations de leur maison à Gloucester. Ce qui rend le cas West particulièrement difficile à comprendre, c'est l'implication directe de Rose dans les viols et les meurtres, y compris ceux commis sur leurs propres enfants. Les enquêtes ultérieures ont établi que Rose n'était pas une simple complice passive, elle participait activement au crime, parfois en initiant les violences sexuelles avec Fred dans le rôle de partenaire. Fred West est arrêté en février 1994. Rose est arrêtée peu après. Fred se suicide dans sa cellule en janvier 1995, avant son procès. Rose est jugée seule, reconnue coupable de 10 meurtres, et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, l'une des rares femmes au Royaume-Uni à avoir reçu cette peine maximale. Troisième cas, l'affaire française qui a horrifié notre pays. Michel Fourniret rencontre Monique Olivier en 1980 par petite annonce. Il a 45 ans, elle en a 39. Il est alors en prison pour des agressions sexuelles. Elle correspond avec lui pendant son incarcération, un schéma documenté que les psychologues appellent l'hybristophilie, sujet que nous avons exploré dans un autre épisode. Mais ce qui est unique dans le cas Fourniret-Olivier, c'est que Monique va devenir bien plus qu'une admiratrice. Selon les aveux de Fourniret lui-même et les enquêtes ultérieures, leur relation se construit autour d'un pacte. Fourniret cherche à assouvir une obsession sexuelle particulière, la défloration de jeunes vierges. Il propose ce pacte à Monique, elle l'aidera à approcher et capturer des jeunes filles. En échange, il tuera l'amant qu'il avait quitté auparavant. C'est ce pacte que Fourniret décrira lors de ses aveux. Un échange sordide qui scellait leur complicité criminelle. Entre 1987 et 2003, le couple commet au moins 8 meurtres confirmés en France et en Belgique. Les victimes sont principalement de jeunes filles entre 12 et 21 ans. Le mode opératoire implique souvent Monique dans le rôle d'appât, comme Hindley dans les Moors Murders. Une femme dans une voiture rassure une jeune fille là où un homme seul l'aurait fait fuir. Fourniret est arrêté en 2003 en Belgique après une tentative d'enlèvement qui échoue. Monique Olivier est arrêtée peu après. Au procès en 2008, Fourniret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Monique reçoit la même peine, avec une période de sûreté de 28 ans. L'affaire Fourniret-Olivier illustre parfaitement la dynamique du couple tueur. Aucun des deux n'aurait probablement commis ces crimes seuls. Ensemble, ils ont créé un système criminel qui a opéré pendant 16 ans. Michel Fourniret est mort en 2021. Monique Olivier est toujours incarcérée et a été récemment jugée à nouveau en 2024 pour d'autres disparitions auxquelles elle est soupçonnée d'avoir participé. Quatrième cas, et peut être le plus mal compris culturellement. Bonnie Parker et Clyde Barrow se rencontrent à Dallas en janvier 1930. Elle a 19 ans, lui en a 20. Pendant 2 ans environ, entre 1932 et 1934, le couple parcourt le sud des États-Unis en commettant des braquages, des fusillades et des meurtres. 13 personnes seraient mortes par les armes de Bonnie et Clyde, principalement des policiers et des civils tués lors de leur braquage. La culture populaire a massivement romantisé leur histoire. Le film de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty les présente comme des amoureux idéalistes en rébellion contre un système oppressant. Cette image perdure encore aujourd'hui, Bonnie et Clyde sont devenus le symbole de l'amour fou jusqu'à la mort. La réalité est beaucoup moins romantique. Clyde Barrow était un criminel violent issu d'un milieu de pauvreté extrême, déjà condamné avant sa rencontre avec Bonnie. Ses expériences en prison, y compris des violences sexuelles subies, ont profondément perturbé sa psychologie et alimenté sa haine du système judiciaire. Bonnie Parker venait également d'un milieu pauvre et avait été mariée à 16 ans à un homme déjà en prison pour meurtre. Leur dynamique criminelle s'inscrit dans le contexte de la Grande Dépression.
Mais derrière le mythe, on retrouve les caractéristiques typiques du couple tueur. Une co-construction d'identité criminelle. Une intimité forgée par la transgression partagée. Une logique de fuite en avant où chaque crime rend plus difficile l'arrêt. Ils sont abattus le 23 mai 1934 dans une embuscade tendue par 6 officiers en Louisiane. Leur voiture est criblée de plus de 100 balles. Bonnie avait 23 ans. Clyde en avait 25. Le cas Bonnie et Clyde est important parce qu'il illustre comment la culture populaire peut transformer un couple tueur en mythe romantique. Et comment cette romantisation peut occulter la réalité des victimes. Ces 13 personnes mortes restent largement invisibles dans l'imaginaire collectif, écrasées par l'image glamour des deux jeunes amants. Maintenant que nous avons vu plusieurs cas, qu'est-ce que la psychologie nous apprend vraiment sur ces couples? Le profil du partenaire dominant. Le partenaire dominant, généralement masculin, présente presque toujours un profil de personnalité psychopathique ou narcissique sévère. Il est manipulateur, charmeur, capable de créer un lien d'intensité extrême au début de la relation. Il identifie chez sa partenaire les vulnérabilités psychologiques qu'il pourra exploiter. Et il construit progressivement un système de domination qui isole sa victime de ses repères extérieurs. Le profil du partenaire dominé. Le partenaire dominé, généralement féminin, présente des caractéristiques qui ne signifient pas qu'elle est innocente, mais qui expliquent en partie comment elle a pu être recrutée dans la dynamique meurtrière. Souvent une enfance marquée par des abus ou des négligences. Souvent une faible estime de soi initiale. Souvent un attachement désorganisé qui rend la relation intense et exclusive avec un dominant particulièrement séduisante. Mais, et c'est crucial, la justice et la criminologie moderne refusent de plus en plus de considérer ces partenaires comme de simples victimes. Les enquêtes sur Hindley, Rose West et Monique Olivier ont toutes établi qu'à un certain point, ces femmes étaient passées de victimes potentielles de manipulation à actrices conscientes et participatives des crimes. Le mécanisme de l'escalade partagé une fois la dynamique criminelle enclenchée, les couples tueurs s'entraînent mutuellement dans une escalade. Le premier crime est souvent un point de non-retour qui scelle la complicité. Une fois ce premier passage à l'acte effectué ensemble, le couple est lié par un secret partagé qui rend toute trahison impossible. Et les crimes suivants deviennent à la fois plus faciles psychologiquement et plus nécessaires pour maintenir l'équilibre du couple. La question de la responsabilité, c'est l'une des questions les plus difficiles que pose ce phénomène. Quelle est la responsabilité respective des deux partenaires dans les crimes commis ensemble? Le droit a évolué sur ce point. Pendant longtemps, les femmes étaient souvent vues comme des victimes manipulées par leur partenaire masculin. Mais les recherches modernes et les expertises psychiatriques sur des cas comme Hindley ou Rose West ont établi qu'une fois passé le stade initial de la manipulation, ces femmes deviennent des actrices à part entière des crimes. Les couples tueurs sont l'un des phénomènes les plus dérangeants de toute la criminologie. Parce qu'ils défient l'image que nous avons spontanément de l'amour comme force de protection et d'humanisation. Parce qu'ils nous obligent à reconnaître que l'intimité partagée peut aussi être un démultiplicateur de violence. Ce que la psychologie nous apprend avec certitude, c'est que ces dynamiques ne sortent pas de nulle part. Elles s'installent progressivement. Elles commencent par des éléments qui peuvent ressembler à de l'intensité amoureuse, la fusion, l'exclusivité, l'isolement vis-à-vis du monde extérieur, la définition de soi par l'autre. Ces éléments existent à des degrés divers dans beaucoup de relations passionnelles. Ce qui distingue les couples tueurs, c'est quand ces dynamiques rencontrent une psychopathologie sévère et des pulsions criminelles structurées. Les victimes de ces couples n'avaient aucune chance. Parce qu'elles faisaient face à un système à deux têtes, l'une rassurante, l'autre meurtrière. Elles n'avaient pas la possibilité de fuir face à l'un sans tomber dans les mains de l'autre. Si cette vidéo vous a appris quelque chose sur la psychologie de la manipulation et de la complicité, abonnez-vous. Parce qu'on continuera à explorer ces dynamiques qui sont moins éloignées de notre vie quotidienne qu'on ne le croit.